postérieure, le thème d'aujourd'hui, parce qu'il y a une unité ostéologique, une unité méningée, une unité embryologique surtout, une unité de morphogénèse, comme je l'expliquerai cet après-midi, et une unité vasculaire. C'est ce qui va dépendre, tout au moins chez l'homme, et nous le verrons, c'est très différent chez les animaux, de l'apport vertébro-basilaire. Et puis, à l'intérieur de ce tronc cérébral, en arrière duquel va être branché le mini-ordinateur qu'est le cervelet, vont passer des voies ascendantes, descendantes, vont se situer la réticulée, zone importante. Donc je vais essayer quand même de vous donner des idées claires avec, à la fin, des applications cliniques, pratiques, pour pouvoir servir de base à la sémiologie neurologique, pour que nos collègues neurologues, neurochirurgiens, neuroradiologues puissent, sur leurs étudiants, s'appuyer sur ces données fondamentales. Eh bien, tout d'abord, la fosse postérieure sous l'angle ostéologique, lorsqu'on regarde du dessus l'étage postérieur de la base du crâne, dont on a retiré la calotte, voici la tranche de section, la face dorsale, le côté latéral gauche, la paroi du crâne et la limite antérieure qui va être ici figurée par les apophyses clinoïdes postérieures. Elles sont le pendant de ce qui appartient plus en avant à l'étage moyen de la base du crâne, la selle turcique. Sous les apophyses clinoïdes antérieures, voilà les trous optiques, c'est la fosse pituitaire, mais là nous sommes dans l'étage moyen. La limite va se prolonger vers l'arrière avec l'os temporal, sur l'arête duquel va se trouver une incisure, qu'on appelle encore l'incisura nervi trigemini, l'incisure du nerf trijumeau, qui a été décrite par Gruber, et qui, nous le verrons tout à l'heure, va correspondre à la montée dans l'étage moyen de la base du crâne d'un nerf crânien qui appartient à l'étage postérieur. En arrière de cette incisura nervi trigemini se trouve un tubercule, appelé le tubercule rétrogacérien par Princeton, mais les noms propres n'ont pas d'importance, qui quelquefois va être un petit peu extrophique, va calcifier même le ligament pétrosphénoïdal et peut expliquer une compression du tronc du nerf trijumeau, comme nous l'évoquerons tout à l'heure. Et puis, voilà l'arête qui, de façon semi-circonférentielle, va gagner la partie latérale. Sur cette arête, je vais dédoubler le trait parce que c'est là que nous verrons demain passer l'une des voies anastomotiques veineuses, c'est la gouttière d'empreinte du sinus veineux pétreux supérieur. Et pour essayer de bien représenter ce qu'est la fosse postérieure, voici à l'étage moyen, dont la partie plus ventrale ne nous intéresse pas, la surélévation qui est due à la présence dans l'épaisseur de l'os pétreux du vestibule de l'oreille interne, qui va soulever, donc sous le nom d'éminentia arcuata, qui va soulever la portion horizontale de l'os pétreux. Portion horizontale qui va à l'inverse, ici, à l'aplomb de cette arête, comme ces traits veulent le simuler, qui est verticale, elle, va surplomber donc l'autre portion de l'os pétreux qui appartient à la fosse postérieure. La fosse postérieure est centrée par un énorme trou qu'on appelle le foramen magnum, qu'on appelle le trou occipital, qui est toujours asymétrique et à travers lequel on peut esquisser, car nous les retrouverons tout à l'heure sur les coupes, les condyles de l'occipital. Mais là, nous sommes à l'extérieur sur l'exocrâne. Le foramen magnum va laisser passer, bien sûr, la moelle dilatée, le bulbe, va laisser passer le tronc basilaire, le tronc vertébro-basilaire, et va laisser passer sur le côté aussi la racine médulaire de la 11e paire des nerfs crâniens. Le foramen magnum est
creusé au milieu de l'os occipital. Et l'os occipital va maintenant vers l'avant, ici, venir tout d'abord s'articuler avec la partie postérieure de l'os sphénoïde, que l'on appellera le basis post-sphénoïde. Et j'insiste sur cette dénomination précise pour des raisons morphogénétiques que vous comprendrez mieux cet après-midi. Le basis post-sphénoïde, qui constitue encore ce qu'on appelle le dorsum scellé, le dos de la selle turcique dans laquelle se trouve l'hypophyse. Le basis post-sphénoïde va être ici dans le prolongement du basis occipital, le corps de l'occipital, et voici par ces quelques traits la pente que nous allons mieux voir dans un instant sur une coupe et un schéma de profil qu'on appelle la gouttière basilaire. Cette pente remonte vers le haut, vers l'avant. Elle est donc formée par la soudure de deux pièces osseuses qui, jusque 16 à 18 ans, sont encore articulaires l'une avec l'autre, le basis occipital en arrière et le basis post-sphénoïde en avant. Sur le côté, voilà la suture qui sépare l'os pétreux dans sa portion verticale, dans son versant vertical, donc, de l'os occipital et un petit peu de l'os sphénoïdal. Et voici sur le côté, donc, le foramen jugulare, ce qu'on appelait dans le temps le trou déchiré postérieur, qui est un orifice à deux compartiments, avec une épine, dite épine jugulaire, et entre les deux portions, la portion temporale pétreuse en dehors et la portion occipitale en dedans, un ligament, dit le ligament jugulaire, qui va délimiter deux orifices sur lesquels nous allons revenir. Tout d'abord, la moitié antérieure qui va à son tour être subdivisée en deux par un deuxième petit tractus ligamentaire, et ce, afin de ménager l'orifice d'émergence de la 9e paire des nerfs crâniens, le glossopharyngéus dans la partie antérieure, de la 10e et de la 11e paire des nerfs crâniens, le nervus vagus ou nerf pneumogastrique et le nervus spinalis. Nous reviendrons aussi là-dessus cet après-midi dans la moitié dorsale postérieure de la première portion du foramen jugulare. Dans la moitié antérieure, comme ce trait le simule, et nous y reviendrons aussi demain, va sortir le sinus pétreux inférieur. J'ai rappelé tout à l'heure que le sinus pétreux supérieur allait passer sur l'arête. La moitié postérieure de ce trou déchiré postérieur, de ce foramen jugulare, va correspondre maintenant à la terminaison de ce qu'on appelle encore le sinus sigmoïde, qui se prolonge latéralement par une empreinte qui a la taille du petit doigt, que l'on voit très bien sur l'os, qui est profonde, donc, qui a cet aspect circulaire, symétriquement disposé, et qui rejoint sur la ligne médiane une dépression, elle aussi très marquée sur l'os, qui correspond au torcular, ce qu'on appelle encore le pressoir d'érophile, et qui est un confluent veineux très important. En effet, c'est là le départ du sinus veineux latéral qui va effectuer ce coude sigmoïde, puis qui va se dilater pour correspondre au golfe de la veine jugulaire interne, qui va sortir donc par la moitié dorsale du foramen jugulare du trou déchiré postérieur. Par contre, vers le haut, vers la portion qui correspond à l'écaille de l'os occipital, une autre empreinte longitudinale va correspondre à l'incision de la falx cérébri, de la faux du cerveau, et nous y reviendrons aussi dans le chapitre consacré au méninge. Dans la partie la plus dorsale et la plus bas située de cette fosse postérieure va se trouver l'empreinte de l'hémisphère cérébelleux, la fosse cérébelleuse, alors que sur le côté et légèrement en avant par rapport au condyle de l'occipital, voici le canal condylien antérieur qui correspond à l'émergence de la 12e paire des nerfs crâniens, en notant aussi que cela est loin d'être rare. Il y a sur certains crânes 2, voire quelquefois 3 canaux condyliens antérieurs, avec 2 et 3 racines pour la 12e paire des nerfs crâniens. Nous expliquerons aussi pourquoi cet après-midi. Quelquefois,
en arrière, ici, existe un petit trou qui correspond à l'un des trous des veines émissaires, le canal condylien postérieur, veines émissaires qui existent aussi à travers le sinus, l'empreinte du sinus sigmoïde, qui correspondent aux veines mastoïdiennes, alors que, mais nous ne sommes plus dans la fosse postérieure, sur la face supérieure, nous y reviendrons aussi avec le chapitre de morphogénèse, existe ici une toute petite empreinte due à la veine de Krauss, qui est une veine labyrinthique qui rejoint elle aussi le sinus pétreux supérieur. Sur le versant vertical de l'os pétreux, portion pétreuse de l'os temporal, nous allons bien sûr trouver l'orifice très important qu'est le meatus acousticus, le conduit auditif interne. Ce conduit auditif interne va laisser passer la 7e paire des nerfs crâniens, le nervus facialis, le 7 bis, le nervus intermedius, et la 8e paire des nerfs crâniens, dont je rappelle ici les deux constituants vestibulaire et constituant acoustique auditif, avec bien sûr un certain nombre de veines et un certain nombre d'artères, mais nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Enfin, sur cette vue supérieure, voici le nerf trijumeau, le nervus trigémius, qui est le plus gros de tous les nerfs crâniens, qui va monter, entre guillemets, dans l'étage moyen de la base du crâne. C'est là que va se situer son renflement ganglionnaire, le ganglion trigéminale, le ganglion de Gasser, et voilà en dessous la radix motoria, la racine motrice du nerf trijumeau, qui est séparée de cette portion qu'on appelle encore le plexus de Valentin, puisque le nerf trijumeau va là être très très large au moment où il érode en quelque sorte l'arête qui sépare la portion horizontale de l'os pétreux de la portion verticale. Nous avons donc ici la fosse postérieure ostéologique sur la vue dorsale. Bien, je vais maintenant mettre en place un deuxième schéma qui est une coupe sagittale, verticale, médiane, pour retrouver la portion crâniale, la face ventrale, tout d'abord vers le haut et vers l'avant, la selle turcique, avec descendant, avec un apic variable selon les individus, le dorsum scellé et ce qu'on appelle encore le clivus. Voilà donc le point S de la selle turcique. Et voici rappelé la suture entre le basi postphénoïde et le basi occipital. Le basi postphénoïde va en effet être séparé de ce que nous appellerons cet après-midi le basi présphénoïde par le fait que la pneumatisation du sinus sphénoïdal ne dépasse jamais la verticale de la selle turcique pour des raisons embryologiques, à savoir qu'il y a certes ici l'ancienne suture sphéno-occipitale, mais entre le basi postsphénoïde et le basi présphénoïde qui est pneumatisé par l'invasion du sinus sphénoïdal, il existe aussi une suture avec un ancien nucleus pulposus. Ce sont deux morceaux d'origine différente et c'est la raison pour laquelle la pneumatisation ne franchit pas la partie postérieure du clivus. Voilà donc la pente clivienne sur laquelle va se trouver la gouttière basilaire, alors que sur le côté, nous pouvons profiler les apophyses clinoïdes antérieures et postérieures, et que voici vers l'arrière la coupe de la paroi crânienne avec la tubérosité occipitale postérieure qui correspond au point iliaque à l'ilion en anthropologie. Voici l'ouverture de la moitié droite du foramen magnum. Et voilà sur le côté, donc le condyle avec sa surface encroûtée de cartilage, des condyles qui sont eux aussi disposés de façon asymétrique. Entre l'apophyse clinoïde postérieure et maintenant l'arête du rocher, voilà l'incisura nervi trigéminide de Gruber avec l'éventuel tubercule rétrogacérien de Princeau
Et voici ce qu'est la fosse postérieure par rapport à l'eminentia arcuata. Alors, pour vous, je pense que pour les étudiants, ça n'aurait pas un grand intérêt, mais pour vous qui êtes anatomiste, sachez que sur le versant vertical de l'os pétreux, derrière le méa auditif, se trouve un tout petit orifice accessoire qu'on appelle encore la fossa subarcuata, qui va correspondre à quelques veines qui viennent aussi du labyrinthe, qui rejoignent la fosse postérieure, et un petit peu plus en arrière, une dépression qui va porter le nom de fossette ingréale, que je schématise uniquement du côté gauche, et qui correspond à la hernie du sac endolymphatique, qui chez l'homme sont très atrophiques, mais qui dans certaines espèces sont très importants, car il s'agit là d'une zone neurosensorielle que nous avons perdue. Alors, sur ce schéma de profil, je vais donc remettre en place le méa acoustique, puis en arrière de lui l'éventuelle fossa subarcuata et la fossette ingréale, et latéralement les sutures entre l'os pétreux et le basi postsphénoïde et le basi occipital, puis à cheval sur l'os occipital et sur l'os pétreux, le foramen jugulare avec l'empreinte de la gouttière du sinus veineux latéral qui revient ici sur la ligne médiane en regard de la zone du torcula. Voilà rappelé la moitié antérieure de ce foramen jugulare. Voici sur le côté, donc, le canal condylien antérieur, l'émergence de la 12e paire, et ici, l'éventuel canal condylien postérieur par lequel certaines petites veines vont sortir. Nous avons, par analogie, rappelé comme ceci le sinus pétreux supérieur, le sinus pétreux inférieur. Voici les ligaments jugulaires, tout d'abord, puis le ligament qui divise la moitié ventrale du foramen jugulare, l'émergence de la 9e, de la 10e, de la 11e paire, l'émergence de la 12e paire, l'émergence de la 7e, du 7 bis, de la 8e paire avec ses deux contingents, et ici le volumineux nervus trigémius avec son contingent moteur en dessous qui est en train de monter vers l'étage moyen de la base du crâne. Alors, sur ces coupes, je vais rappeler, parce que dans un instant, et cet après-midi, cela aura aussi de l'importance, la jonction crânio-rachidienne faite par la danse, l'apophyse odontoïde de l'axis, de la deuxième vertèbre cervicale, de l'arc antérieur et ici de l'arc postérieur de l'atlas qui est monotuberculeuse et de l'axis qui est bituberculeuse. C'est cette jonction au niveau de laquelle il existe certaines anomalies transitionnelles.